Salam alaikum. Il m'est agréable aujourd'hui de vous présenter cette modeste analyse relative aux principales mesures fiscales introduites par la loi de finances 2026 en Algérie, susceptibles d'avoir un impact direct sur la fiscalité des entreprises étrangères opérant en Algérie. Ces mesures franchissent une étape importante dans la modernisation du système fiscal en Algérie, s'agissant du régime d'imposition des entités non résidentes en Algérie et activant par l'intermédiaire de succursales ou établissements stables. Donc la bonne analyse, la bonne compréhension et la bonne disposition des entreprises étrangères et l'adaptation à ces nouvelles règles fiscales permet à anticiper leurs effets sur la conformité fiscale, les obligations déclaratives et les décisions d'investissement en Algérie. Parmi ces mesures phares se concentrent sur la révision des modalités applicables aux bénéfices réalisés par les établissements permanents, ayant pour cible de réduire les disparités et l'inégalité entre les entreprises de droit algérien et les entreprises de droit étranger. À ce titre, il est introduit une obligation renforcée de documentation et de déclaration pour garantir une nette transparence fiscale et combattre l'érosion et l'évasion fiscale, et ce par une déclaration fiscale spécifique détaillant aussi bien les résultats locaux que les modalités de calcul des bénéfices soumis à l'impôt. Aussi, il est demandé à ces entités de se mettre en conformité avec les règles pour éviter des amendes qui parfois seront lourdes. Donc, les entreprises étrangères doivent veiller à une parfaite conformité avec les nouvelles règles et renforcer davantage le contrôle et la conformité des écritures comptables et fiscales des opérations réalisées en Algérie, et ce pour éviter des redressements fiscaux qui peuvent s'y produire. Donc la loi de finances 2026 a prévu des modifications, des nouvelles rédactions, des abrogations. Et parmi ces articles, c'est l'article 6 de la loi de finances 2026 relative au régime des bénéfices des sociétés étrangères installées en Algérie par des succursales ou temporairement par des établissements stables. S'agissant des succursales, malgré que ces entités sont enregistrées au niveau du CNRC, le Centre national du registre commerce algérien, sont des entités non résidentes en Algérie. Et ce, par rapport à la référence au règlement de change. Ces succursales ne disposent ni capital, ni statut, et par ricochet, ne sont pas concernés par l'obligation de certification des comptes par des commissaires aux comptes, et n'ont pas d'organes sociaux pour statuer sur l'affectation du résultat. Donc la nouvelle mesure prévoit que les bénéfices réalisés en Algérie via une succursale ou une installation professionnelle
par une société non résidente deviennent automatiquement des revenus distribués. Donc, toute valeur remontée par une succursale à l'entreprise mère tombe dans l'assiette même sans distribution. L'ancienne rédaction ou bien l'ancienne mesure fiscale assimilait les bénéfices transférés au siège à l'entreprise à des revenus répétés distribués. Donc le fait générateur de l'impôt est le transfert. Donc le statut de revenu distribué empêche donc ces bénéfices d'être imposés en Algérie dès le moment qu'elles ne sont pas transférées. La nouvelle mesure est venue pour changer de méthode et prévoit que le fait générateur sur les revenus des succursales touche l'ensemble des bénéfices, que ce soit transféré à l'entreprise mère ou encore resté en Algérie, sont automatiquement imposés après, bien sûr, la déclaration de l'impôt sur le bénéfice, ce qui est l'EBS. Donc la nouvelle mesure a modifié le fait générateur de l'impôt indépendamment du rapatriement effectif des bénéfices, et le fait générateur des impôts est la simple réalisation des bénéfices après déduction de l'EBS. Ce bénéfice est considéré comme distribué au siège social, même si aucun transfert n'a été encore opéré. Et l'élément déclencheur de l'impôt n'est pas la distribution, mais la réalisation du bénéfice, durant un exercice bien sûr, allant de janvier à décembre. La base taxable à retenir sur le résultat fiscal et non pas la base comptable, bien sûr. La base comptable est destinée exclusivement au calcul des dividendes. A contrario, les bénéfices transférés sont calculés sur le résultat fiscal. Donc l'imposition automatique permet aux autorités fiscales d'imposer ce revenu immédiatement. On n'attend pas le transfert. Une fois arrêté l'EBS, déclaré l'EBS, on déclare simultanément l'impôt sur le bénéfice. Et ce, évitant ainsi le report ou l'évasion liée au non-transfert. L'ancienne méthode, ou bien l'ancienne mesure, était en faveur des entreprises étrangères. Pourquoi? Parce qu'elles réduisent le transfert, ou bien elles retardent le transfert des bénéfices à l'entreprise mère, et par conséquent ne paie pas d'impôts en Algérie. Cette méthode a provoqué des disparités et l'État algérien a jugé que ces entreprises recourent à des méthodes malsaines pour ne pas payer l'impôt. C'est pourquoi elle a instauré cette mesure. Cette mesure aussi vise à renforcer la transparence fiscale et d'éviter l'érosion ou la sous-déclaration de revenus par les entités étrangères et assurer une imposition équitable des revenus réalisés sur le territoire algérien. Ce n'est pas logique qu'une entreprise de droit algérien paye totalement des bénéfices, des impôts, et l'entreprise étrangère retarde le paiement
sous prétexte que le transfert de bénéfices ou bien de dividendes n'a pas été réalisé. Voilà la première mesure. Deuxième mesure, relative au contrat EPC. L'article 12 de la loi de finances 2026 a modifié, complété et rédigé les dispositions de l'article 140 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Elle a ajouté un paragraphe 5. Ce paragraphe prévoit que le bénéfice réalisé par les entreprises non résidentes intervenant en Algérie dans le cadre de l'exécution d'un seul contrat, portant à la fois sur la fourniture de services, la livraison d'équipements et la réalisation des travaux, doit comprendre l'ensemble des bénéfices réalisés en Algérie, au sens de la législation en vigueur, y compris ceux relatifs à la fourniture des équipements, combien même qu'ils soient facturés séparément ou dédouanés au nom de la partie algérienne. Mes amis, la mesure précédente prévoyait que le contrat EPC, dans le cadre de la réalisation de projets clés en main, impose uniquement l'engineering et la construction. La partie équipement, facturée au nom des contracteurs algériens ou bien le maître de l'ouvrage, est dédouanée à son nom, soustrait ou bien épargne l'entreprise étrangère de payer des impôts. Le fisc algérien, après bien sûr des contrôles et après des réclamations et après les entreprises locales, a intervenu pour imposer totalement le contrat de l'entreprise étrangère opérant en Algérie. Sachant que la partie équipement est très très importante. Et par conséquent, un montant important d'impôts échappés au fisc et au trésor algérien. En plus, il y avait une discrimination entre l'entreprise étrangère et l'entreprise de droit algérien. Donc à partir de 2026, le contrat EPC ayant pour objet de réaliser des projets clés en main seront totalement imposés à l'EBS. L'introduction d'un nouvel paragraphe vise le renforcement du principe d'imposition globale des entreprises non résidentes intervenant en Algérie dans le cadre de contrats de type EPC. Et désormais, le bénéfice imposable doit intégrer la fourniture d'équipements, combien même ces équipements sont facturés et dédouanés au nom du maître de l'ouvrage algérien, ce qui permet l'élargissement de l'assiette fiscale du contrat concerné. Le recours par ces entreprises étrangères à l'arrangement des contrats de sorte à facturer séparément les fournitures par le siège et dédouaner au nom de maître de l'ouvrage pour les soustraire des impôts ou bien de l'assiette de l'impôt pour ceux qui payent l'EBS et pour ceux qui payent l'EAG a permis à ces entreprises de réduire la base imposable des bénéfices et réaliser des économies importantes d'impôts, privant par conséquent le trésor algérien des recettes fiscales non négligeables. Surtout que la partie des équipements prennent généralement le gros montant de ces contrats. Je rappelle, l'ancienne situation prévoyait l'imposition uniquement de l'engineering et la construction.
et a été jugé discriminatoire envers les entreprises de droit algérien. Et la nouvelle mesure est venue pour assurer une égalité de traitement fiscal entre les intervenants, que ce soit entreprise algérienne de droit algérien ou bien une entreprise étrangère de droit étranger. Et les bénéfices réalisés pour réaliser des économies d'impôts importantes qui vont être versées au trésor algérien. Et si on considère le nombre de contrats par rapport à la dynamique économique en Algérie et les projets de grande envergure qui sont en train de se réaliser, ce sera une assiette fiscale non négligeable. Donc l'ancienne situation a provoqué des disparités et maintenant il est temps de faire les choses en règle et de niveler les droits et les devoirs. Le fisc algérien juge que cette mesure est conforme à l'article 7 du modèle de convention fiscale signé par notre pays avec les autres pays. Et cet article prévoit que les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qui auraient pu être réalisés s'ils avaient constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues, dans ces conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue l'établissement stable. La troisième mesure concerne une clarification des obligations fiscales des établissements stables des entreprises étrangères. Et ce, à partir de l'article 13 de la loi de finances 2026, qui a créé un article 153 ter au sein du Code des impôts directs et taxes assimilées. Cet article est rédigé comme suit. Le concept d'établissement stable les entreprises non résidentes intervenant en Algérie par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens des dispositions fiscales conventionnelles ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal, sont soumises aux obligations fiscales des personnes morales imposées d'après le régime du bénéfice réel, prévu à l'article 148 du présent Code, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 161.1 du même Code. Donc, non aléagé, c'est l'EBS qui compte. Ces entreprises pouvaient déclarer en tant que personne physique. La nouvelle rédaction prévoit que ces entreprises doivent passer par une entité morale pour payer l'EBS. Maintenant, on doit savoir c'est quoi un établissement stable. Le concept d'établissement stable est une notion juridique retenue sur le plan conventionnel entre deux États pour déterminer la juridiction fiscale dont relève le droit d'imposition d'une assiette fiscale par rapport aux transactions entre ces deux pays. Ce terme est prévu à l'article 5 des conventions fiscales bilatérales signées entre l'Algérie et les autres pays. Donc l'établissement stable est réputé sur le plan fiscal comme des entreprises distinctes des entreprises mères. Ça c'est clair. Tu opères en Algérie, tu réalises des bénéfices en Algérie,
tu dois payer une partie des impôts en Algérie. Les obligations fiscales étaient déterminées par référence à celles des entreprises de droit algérien, imposées d'après le régime fiscal du bénéfice réel. Donc, ils ont l'obligation de déclarer ou bien de recourir au régime de droit, au régime fiscal des bénéfices réels sur les contrats d'études, de services ou des travaux. Donc l'introduction du nouvel article 153 ter au niveau du Code des impôts directs et taxes assimilées vise à définir explicitement les obligations fiscales applicables aux entreprises non résidentes intervenant en Algérie par l'intermédiaire d'un établissement stable ou toute installation permanente, professionnelle plutôt, permanente au sens fiscal. Donc, les établissements stables sont soumis aux obligations fiscales spécifiques. Parmi ces mesures, c'est d'adresser une copie du contrat conclu avec le partenaire algérien, ainsi que tout avenant aux modifications, résiliations ou autre chose. Et ce, en vertu de l'article 16.1 du Code des impôts directs et taxes assimilées. L'établissement stable doit aussi veiller aux obligations strictes pour échapper aux amendes fiscales et aux redressements qui peuvent se présenter. Revenons à l'ancienne mesure. L'ancienne mesure fiscale autorisait les établissements stables de choisir entre le régime de déclaration du réel soumis à l'IAG pour les entreprises morales, ou bien les personnes morales, ou le régime de retenue à l'IAG destiné aux personnes physiques, conformément à l'article 148 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Pourquoi cette nouvelle mesure? Cette nouvelle mesure vise à créer un nouvel article dans la section 10, Obligations des sociétés, dans le titre 2 du même code, Impôt sur les bénéfices des sociétés, qui prévoit l'obligation fiscale de ces contribuables qui doivent se soumettre uniquement au régime réel destiné aux personnes morales. Donc le choix de recourir au régime des entreprises ou bien des personnes physiques a été interdit à ces sociétés. Et ce, pour le renforcement du contrôle et instaurer une exigence de transparence pour combattre toujours l'érosion et l'évasion fiscale. L'article 14 de la loi de finances 2026 a abrogé carrément les dispositions de l'article 156 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées. Qu'est-ce que prévoyait cet article? Donc l'article 156 bis prévoit ou bien prévoyait que les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition du bénéfice réel prévu à l'article 148 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas,
l'option est faite par un courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises ou bien directeur des impôts du wilaya, ou bien au chef du centre des impôts territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les 30 jours, à compter de la signature, bien sûr, du contrat ou de l'avenant au contrat. Pour ce contrat, la règle générale est claire, c'est la retenue à la source. Cependant, l'article 156 permettait aux entreprises étrangères qui n'ont pas un établissement stable en Algérie de choisir volontairement le régime d'imposition du bénéfice réel, prévu à l'article 148, comme nous avons signalé, du Code des impôts directs et taxes assimilées. Pour cela, elles doivent envoyer une option par courrier. Ils demandent une option, et ce par un courrier à l'administration fiscale territorialement compétente, dans les 30 jours qui suivent la signature du contrat. L'option étant faite par contrat pour créer une dualité du régime fiscal, surtout pour les entreprises qui concluent plusieurs contrats. De ce fait, une entreprise intervenant en Algérie dans le cadre de la réalisation de plusieurs contrats pourrait se trouver soumise au titre d'une même année d'imposition à deux régimes. Un régime de retenue à la source et un régime déclaratif, soit un régime de déclaration du réel. Ça dépend du contrat, bien sûr. Donc la suppression de la possibilité d'opter pour le régime fiscal du bénéfice réel a pour objectif de faciliter la gestion des contrats. Ou bien pour le fisc, bien sûr, pour le fisc. Parce que pour suivre deux régimes, c'est difficile. Donc le législateur algérien, qu'est-ce qu'elle a prévu? D'uniformiser le mode de déclaration. Donc il a supprimé le choix d'opter pour le régime fiscal du bénéfice réel. Il a laissé uniquement le régime de la retenue à la source. En termes des obligations fiscales, les dispositions de l'article 162 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées dispensent les entreprises algériennes n'ayant pas d'installation professionnelle en Algérie, imposées d'après le régime de la retenue à la source, des obligations comptables bien sûr, prévues aux articles 162, 161, 2, et l'obligation de déclaration fiscale annuelle prévue à l'article 162 et la déclaration d'existence prévue à l'article 183 du Code des impôts directs taxes assimilées, lorsqu'elle réalise des opérations imposables en Algérie à partir de l'étranger ou intervenir en Algérie par des experts dont le séjour n'excède pas les 183 jours dans une période quelconque de 12 mois. Donc une entreprise qui opère en Algérie et par le biais de l'assistance technique en utilisant des experts pendant 12 mois, et quand on dit 12 mois, ce n'est pas l'année civile de janvier à décembre, non. Par exemple, un contrat qui débute le mois de mars se termine le mois de mars de l'année N+1. Donc c'est ça, une période d'une année. Pas l'année fiscale, mais une année de contrat. La mesure a aussi supprimé la possibilité d'option du régime de droit commun
pour les contrats de services réalisés par des sociétés qui n'ont pas de convention bilatérale avec l'Algérie. Cette mesure permet à quoi? Permet à lutter contre les pratiques frauduleuses, l'érosion fiscale, l'évasion fiscale adoptée par certaines entreprises malheureusement étrangères, visant toujours à surestimer les charges déductibles et sous-estimer les produits imposables déclarés en Algérie en vue de ne pas payer ou bien payer moins d'impôts, ce qui contribue à mobiliser des recettes considérables et en parallèle ou bien en contrepartie prive le trésor algérien de recettes considérables. Maintenant, on va voir avec l'article 15 de la loi de finances 2026 et qu'est-ce qu'elle a prévu pour le renforcement et l'élargissement des obligations déclaratives des entreprises étrangères. Donc, l'article 15 a modifié, complété et rédigé au niveau de l'article 161 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Donc, l'article 161, les entreprises étrangères sont tenues de faire quoi? 1. D'adresser par lettre recommandée son changement d'adresser un exemplaire du contrat conclu. Cette disposition est sans changement, existait avant. Qu'est-ce qu'il y a du nouvel? Ou bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour la mesure de 2026? Tout nouveau contrat conclu doit également être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les mêmes conditions. Tout avenant aussi, ou bien modification, ou bien résiliation des 10 contrats doit être porté également à la connaissance du service fiscal gestionnaire du dossier dans les 10 jours qui suivent. Ils sont également tenus à tenir un livre des locations de toute nature. Tout manquement à ces obligations expose les entreprises étrangères à des amendes pénales ou bien à des redressements. Et ce, conformément à l'article 194.5 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Donc les obligations fiscales particulières des entreprises étrangères qui exercent en Algérie une activité temporaire sans y disposer d'une installation professionnelle permanente soumise à la tenue à la source sont fixées aux articles 161, je répète, 162 et 162 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées. L'ancienne mesure, je rappelle, a prévu à l'article 161 du Code des impôts directs une obligation à ces entreprises sous peine de l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé à l'article 194.5 de transmettre au service fiscal dans le dépôt du lieu d'imposition un exemplaire du contrat conclu ainsi avec un partenaire algérien ainsi que les avenants ou modifications d'avenants ou réalisation de contrats et ce dans les délais fixes par la loi. En parallèle, l'administration fiscale doit, dans les 15 jours qui suivent la réception du document, signifier à ces entreprises l'obligation qu'il ait un COP. Cette mesure a été supprimée. Les fiscs algériens n'informent personne. Les entreprises étrangères doivent apprendre
connaître les lois fiscales locales de l'État algérien. Donc la nouvelle mesure a opté pour certaines modifications à l'effet de supprimer l'obligation faite au service fiscal gestionnaire de signifier aux entités étrangères les obligations qui leur incombent, dans la mesure où les droits et obligations fiscales des contribuables sont clairement spécifiés par la législation fiscale en Algérie et largement vulgarisée. C'est normal. Vous opérez en Algérie, vous êtes tenu, ou bien vous êtes censé à savoir la réglementation. Bien sûr, le fisc algérien ne ferme pas les portes pour une clarification ou bien pour un avis. Il n'y a aucun problème. Les agents du fisc sont là pour répondre à toute préoccupation. 2. Qu'est-ce qu'il est attendu par cette mesure? C'est étendre l'application de l'amende fiscale. Attention, attention, attention. Vous opérez en Algérie, vous êtes tenu de connaître toutes les procédures fiscales, les règles fiscales régissant les entreprises étrangères. Il y a des cabinets de conseil, il y a des structures comptables et fiscales qui peuvent vous orienter. Donc, l'amende ou bien l'application des amendes a été étendue par rapport à l'article 194.5 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Et cette étendue touche les obligations comptables à défaut de tenir du livre côté paraphé par le service fiscal concernant les achats et acquisitions de toute nature de fournitures ou équipements, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, des commissions ou honoraires versés et des locations de toute nature, conformément à l'article 161, paragraphe 2 du même code. La nouvelle mesure, par la révision de l'article 161 du Code des impôts directs assimilés, s'inscrit dans une logique de clarification et de responsabilisation accrue des entreprises étrangères exerçant en Algérie. Une activité temporaire, bien sûr, sans installation professionnelle permanente. La nouvelle rédaction supprime l'obligation, bien sûr, je rappelle, pour l'administration fiscale de notifier formellement aux entreprises concernées les obligations qui leur incombent, considérant que celles-ci sont désormais clairement définies par la législation fiscale en vigueur. Parallèlement, le champ de l'obligation de notification est élargi afin d'englober non seulement le contrat initial, mais également tout nouveau contrat conclu, ainsi que tout avenant aux modifications d'avenant aux réalisations du contrat. Il a prévu également la suppression de la possibilité existante antérieurement d'ouvrir un dossier fiscal par contrat. Maintenant, c'est l'article 16, le dernier article prévu par la loi de finances 2026 concernant les entreprises étrangères qui interviennent en Algérie. Et cette révision touche les modalités de déduction des charges internes des établissements stables. L'article 16 donc modifie, complète et rédige les dispositions de l'article 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Il est prévu, nouvel article 6. Ne sont pas admises en déduction les sommes versées à d'autres titres que le remboursement de frais réels,
par l'établissement stable ou toute autre installation professionnelle au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux comme redevance, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits ou comme commission pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou comme intérêt sur des sommes prêtées à l'établissement stable ou toute autre installation en source fiscale. Mes chers amis, le recours des contrôleurs du fisc algérien au contrôle périodique a permis de découvrir des fraudes, des opérations douteuses et des manœuvres frauduleuses exercées par certaines entités étrangères au niveau de leur établissement stable, et ce, pour gonfler les charges et réduire les produits. Parmi ces méthodes de gonflement des charges, le recours à des opérations internes entre le siège et l'établissement stable, ou bien entre établissements stables elles-mêmes, honoraires, des prêts, de vente de mobilier, location excessive de bâtiments, et ainsi de suite. Et ce, pour réduire la base imposable et par ricochet, tricher au trésor algérien en le privant d'une assiette imposable colossale. Donc la modification de l'article 169 du Code des impôts directs assimilés vient de préciser que le traitement fiscal des charges supportées par les établissements stables ou autres installations professionnelles des entreprises non résidentes par la mise en conformité des dispositions du droit interne avec les dispositions conventionnelles, donc droit international, au même titre que d'autres pays où la législation fiscale de ces derniers exclut aux établissements stables, pour les besoins de calcul des résultats imposables, la déduction de certaines charges résultant des opérations internes ou bien transactions internes de l'entreprise, ces charges dites non notionnelles, réalisées entre entités d'une même entreprise, soit entre le siège social et ses établissements stables, ou bien entre les établissements stables, entre elles. La non-déduction concerne des opérations ou bien la non-déductibilité des charges concerne des opérations liées à l'utilisation d'un actif, par exemple un bâtiment de l'entreprise mère utilisé par un établissement stable. Le loyer n'est pas autorisé et le montant, bon, le loyer est autorisé, mais le montant n'est pas déductible vis-à-vis du fisc. Il ne le considère pas pour le calcul du résultat fiscal. Ou bien d'un droit d'exploitation ou d'usage d'un brevet, une licence, ou bien la mise à disposition de fonds. Par exemple, l'entreprise mère prête à l'établissement stable contre intérêt, ça n'existe pas. Les charges ne sont pas déduites, plutôt déductibles. Soit la fourniture de services internes, assistance technique, des frais administratifs, ça c'est interdit. Et s'explique principalement par l'absence, c'est normal. Ceci est expliqué par l'absence de personnalité juridique distincte pour l'établissement stable. Un établissement stable est lié à l'entreprise mère. Il n'y a pas une distinction
entre ces entités. Il n'y a pas de facturation, il n'y a pas d'opération aux transactions entre ces entreprises qui seront rémunérées et par conséquent facturées entre elles en privant l'entreprise ou bien le fisc algérien de recettes fiscales importantes. Donc les opérations réalisées entre le siège et ces établissements stables ne peuvent donner lieu à des contrats juridiquement contraignants, mais reposent simplement sur des accords internes, voire sur aucun accord. Par contre, les autres frais réalisés, honoraires, ou bien location, ou bien prêts auprès de tiers, sont déductibles au vu des lois fiscales algériennes. Cette approche est proposée aussi par le modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement, modèle de Convention des Nations Unies, dont s'inspire la majorité des conventions fiscales, et ce pour lutter contre l'érosion de la base imposable. Et pour rappel, ces dispositions sont incluses dans les conventions bilatérales algériennes dans l'article 7. Cette mesure vise à assurer la transparence fiscale pour lutter contre l'érosion toujours et l'évasion fiscale et pour éviter le recours à la surévaluation des charges déductibles et prélever par conséquent le trésor algérien de sommes colossales. Merci pour votre attention.